Bonjour, nous sommes le vendredi 27 janvier 2023 avec une météo qui semble un petit peu houleuse. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, on peut apercevoir un petit peu de grésil. Voilà, un petit peu de pluie, des fines pluies, un petit peu de grésil, puisqu'il fait un petit peu froid. Je vous rappelle que depuis une semaine, nous avons connu un temps plus ou moins d'hiver, parce que bon, l'hiver, c'est beaucoup de neige, énormément de neige. Il fut un temps où la neige était abondante quand on arrivait au mois de décembre déjà, au mois de décembre. Ici, nous sommes le 27 janvier. Faut compter que depuis le 20 janvier, nous avons connu euh, voilà, une forme d'hiver. Mais bon, c'est un court instant. Dire c'est sur un petit intervalle de temps que nous avons connu, je veux dire, quelque chose qui pourrait ressembler à l'hiver. Or, l'hiver devrait rester 3 mois. Dans certains pays, pourrait même rester 6 mois. On pourrait avoir de la neige de novembre à novembre, décembre, janvier, février, mars. Enfin, je dirais plutôt euh, en octobre, de la neige en octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, c'est-à-dire 6 mois. 6 mois, on peut avoir des pays où euh, un pseudo-hiver, parce qu'un hiver c'est 3 mois, mais il peut dépasser 3 mois. Voilà, on peut avoir des hivers qui dépassent 3 mois. Et ça a déjà existé, et même ici, j'ai déjà connu une fois un hiver qui a duré voilà, 4-5 mois, 4-5 mois, parce que c'était quasiment de la neige, du mauvais temps. Il fut une année, ça a été comme ça, d'une année à l'autre. Bon, ça, il y a des bouleversements, des changements. Mais en tout cas, on ne rencontre plus les gros hivers que bon, qu'il y avait auparavant. Que bon, j'ai connu des hivers bon, qui étaient quand même avec de la neige euh, abondante, la neige abondante et qui tenait pendant longtemps et qui était renouvelée. La neige était renouvelée. Donc on avait toujours de la neige en présence durant le cours du mois. Alors que maintenant, bon, la météo fait en sorte que les températures sont élevées. Bon, il peut y avoir un petit peu de neige et puis après ça part, puis on a un petit peu de glace et puis ça part, puis on a un petit peu de verglas, puis ça part, et puis après, voilà, c'est un petit peu un jeu de yo-yo. Bon, ça veut dire qu'on n'a pas un hiver rigoureux qui est voilà, qui fixe les règles. Non, l'hiver, je veux dire, apparaît, désapparaît, apparaît, désapparaît. Et dans ce jeu-là, qui fait en sorte que bon, on connaît pas un réel hiver. Bon, j'ai connu quand j'étais petit, ou voilà, quand j'étais petit, j'ai connu des hivers quand même assez rudes. Voilà, ça c'était pour la parenthèse météo. Euh, Ici, je vais faire une vidéo qui va concerner la continuité et les infiniment petits. Alors, je vais le faire bien sûr dans le plan, et puis je vais conjecturer dans une autre vidéo à plusieurs variables, mais tout en gardant, je veux dire, voilà, parce que la vidéo ici, il y a un petit peu de développement, voilà, c'est ça que je veux dire, il y a un petit peu de développement. Donc, quand je le ferai à plusieurs variables, je vais rechercher cette vidéo-ci et la mettre en lien. Comme ça, vous pourrez voir, voilà, ce développement aussi et voir ce qu'il en est du développement à plusieurs variables. Parce que bon, c'est juste une continuité de service qu'il y a. Qu'est-ce que c'est que la, à plusieurs, voilà, les fonctions à plusieurs variables? Si vous comprenez les fonctions à une variable, il faut étendre voilà, les connaissances des fonctions à, à une variable pour l'étendre à plusieurs variables. Si ce n'est que, bon, bien sûr, parfois il y a des ajouts, des compléments à plusieurs variables au niveau théorique, mais généralement, si vous avez les bases ici euh, sur les limites, ben, vous pouvez entrevoir beaucoup de choses. Je ne dis pas que vous pouvez tout entrevoir en plusieurs variables, mais en tout cas, vous pouvez entrevoir déjà beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses d'identiques, mais comme je viens de vous dire, en plusieurs variables, il y a des choses qui changent. Bon, il faut en tenir compte. C'est normal parce qu'on a plusieurs variables. Hein. Voilà, on a plusieurs variables, donc il faut tenir compte de la continuité des différentes variables. Et bon, et ça, il y a des règles que je verrai quand je ferai les vidéos correspondantes. Voilà, donc ici, ce que je vais faire, c'est une vidéo qui va concerner la continuité infiniment petit. Alors, c'est une vidéo très importante pour comprendre beaucoup de choses. Pour comprendre beaucoup de choses, c'est le point de départ, parce que il y a des théories,
Alors ici j'ai marqué les infinités, c'est infiniment petit. Et je dirais même que infiniment, il n'y a pas d'S. Alors, ce que je voulais dire, je vais développer ceci. Enfin, je ne sais pas s'il y a un S ou pas. Bon, en tout cas, je ne crois pas qu'il y a d'S. Parce que je ne veux pas m'assurer de quelque chose que je ne suis pas sûr, mais à mon avis, infiniment petit, il n'y a pas d'S. Je ne suis pas sûr, voilà. Alors, disons que si vous voulez mettre un S, vous le mettez, bon, ici, j'en suis pas sûr pour voilà, le vocabulaire de... Enfin, la grammaire d'infiniment petit. La grammaire de infiniment petit, je ne sais pas s'il faut un S ou pas. Bon, je mettrai sans S. Si un S, j'aurais fait une erreur. Voilà, on va dire ça comme ça. Une erreur de français. Alors, ceci étant dit, je vais voir la continuité des infiniment petits. Et cette notion-là est très, très fondamentale, très importante pour comprendre beaucoup de choses au niveau des fonctions à plusieurs variables, notamment les accroissements. Pour comprendre les accroissements. Or, qui dit accroissement dit la compréhension. Qui dit comprendre les accroissements, c'est aussi aller plus loin, c'est aussi comprendre les dérivés. Quand on comprend les accroissements, ben, on peut comprendre les dérivés. Donc, cette notion aussi, ces notions que je vais donner ici sur les continuités, bon, ça va être relatif. Elle va se faire en plusieurs étapes en plus, parce que bon, je ne peux pas tout donner en une fois comme ça. Ici, je vais voir euh, euh, voilà, que quelques notions, et puis après, je vais aborder d'autres notions, et ainsi de suite. Et ça va faire un paquet de notions qui vont faire en sorte que, au niveau des accroissements, euh, euh, tout sera pareil pour pouvoir voir les dérivés, parce qu'on ne parle pas des dérivés automatiques. Si on veut bien comprendre les dérivés, si on n'a pas ces notions d'accroissement et de continuité, ben on n'y voit pas grand-chose. On peut savoir calculer une dérivée sans savoir ce que c'est. Exactement. Bon, le problème, c'est ça. C'est que bon, on peut. Les, les calculs, c'est basé en majorité sur des formules. Donc, celui qui connaît les formules, il sait faire les dérivés. Mais le problème pour la compréhension, c'est autre chose. Parce que pour la compréhension, il faut comprendre ce que c'est que la continuité, qu'est-ce que c'est que les accroissements, etc. etc. Et avec tous les théorèmes qui tournent autour des continuités. Alors, ceci étant dit, je vais aborder la chose par le minimum du minimum, euh, minimum du minimum, comme on dit. Je vais commencer par euh, définir bien sûr la fonction à une variable, parce qu'ici, bon, j'explique la continuité et les infiniment petits à une variable, que je vais étendre dans une autre vidéo à la continuité euh, à euh, aux éléments à plusieurs variables. Alors, avant toute chose, je parlais de limite, parce que vous aurez compris que limite et continuité, ben, c'est lié. On ne peut pas parler de continuité sans parler de limite. Les limites en mathématiques, c'est très important, que ce soit dans le plan ou dans l'espace ou à plusieurs variables. Quand je dis plusieurs variables, c'est plus de deux, parce que à deux variables, on est dans l'espace. Ce sont des surfaces de l'espace. Et moi, bon, quand je dis plusieurs variables, c'est des hypersurfaces. Donc ces notions de limite peuvent être étendues à ce que je ferai d'ailleurs à plusieurs variables, et plus de deux d'ailleurs. Alors, la limite, quand je dis limite, c'est la limite d'une fonction. Je parle de limite d'une fonction. Alors cette fonction, bien sûr, c'est pas de n'importe quel ensemble vers n'importe quel ensemble, c'est une fonction réelle. C'est une fonction qui, un élément de R, on va ressortir un élément réel. C'est-à-dire, je prends un x et je vais lui faire correspondre un y. Et cet y là, c'est l'image, bien sûr, dépendant de la fonction. Par exemple, la fonction c'est x carré, par exemple. Voilà, par exemple, y égale x carré. Donc, ça, x est la variable indépendante. Je fixe ma variable 1, 2, 3, 4, 5. Et je sors une image qui est 1 au carré 1, 2 au carré 4, 3 au carré 9, 16, 25, et ainsi de suite. Je pourrais rentrer. Voilà, c'est 25, hein, j'ai écrit 25. Je m'excuse, j'ai mal écrit. Voilà, c'est pour vous dire que c'est. Je peux l'effacer. Ceci, c'est 5. Je vais le réécrire correctement. Ah, si x vaut 5, mais le y vaudra 25. Et on peut faire un tableau, voilà, comme ceci, un tableau en ligne-colonne, parce que la meilleure organisation qu'il y a, ce sont des rectangles. Alors, je peux organiser sous forme de rectangle comme ceci. Voilà.
donc ligne colonne. Voilà, je peux voilà, faire des divisions comme ceci, mettre et placer voilà, par une organisation ligne colonne. Alors une autre organisation ligne colonne, ben, c'est une organisation ligne colonne comme ceci. Le X, je le mets en colonne, les Y, parce que là-bas, le X et Y sont en ligne. Et les données, les datas, ben, ils sont en colonne. Par contre, ici, les données sont les datas sont en ligne. Et je vais mettre 1, 2, 3, 4, ce qui fait 1 au carré 1, 2 au carré 4, 3 au carré 9, 4 au carré 6, et ainsi de suite. Bon, comme je vous disais, ici, je vais voir la limite d'une fonction, avant de parler de continuité infiniment petit, parce que vous aurez compris que tout est lié. On parle de fonction, on a une fonction, on parle de limite de fonction, et donc on entrevoit la continuité, et ici la continuité va être liée, je vais voir l'accroissement, l'accroissement est infiniment petit. Voilà, est infiniment petit, l'accroissement est infiniment petit. Donc vous voyez que tout ceci c'est quelque chose de très fondamental, c'est ce qu'on retrouve généralement voilà, dans des études, dans les études de fonction, on retrouve ceci. Hein. Les théories basées sur les études de fonction, avec tous les théorèmes en analyse, ce qu'on appelle l'analyse, on retrouve tous les théorèmes sur la continuité, sur les limites, etc. Voilà. Donc ceci étant dit, ben, on va voir d'abord redéfinir, revoir ce que c'est qu'une une limite. Une limite en un point, bien sûr, d'une fonction. Mais avant toute chose, bien sûr, je vous rappelle qu'on a affaire à une fonction qui est de R dans R, qui à x fait correspondre y égale f de x. Alors quand on parle de limite, il faut d'abord créer ce qu'on appelle un voisinage. Alors soit x0, voilà, x0 appartenant bien sûr à R, hein, parce que bon, c'est une fonction de R dans R, donc je vais manipuler les nombres réels, tels que ce x0 moins un nombre très très petit, que je vais appeler delta, x0 plus delta. Donc là, vous avez compris qu'on a j'ai créé ce qu'on appelle un voisinage tel que x0 voilà, soit inclus dans le domaine. Soit inclus dans le domaine. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que la fonction est définie dans un voisinage. Hein. Donc, la fonction f, ça veut dire c'est juste qu'elle est définie dans un voisinage. Mais quel voisinage? Bah, autour de x0. Hein. x0 moins delta, et x0 plus delta. Voilà, elle est définie dans un voisinage. Comme ça, vous le savez. Donc, alors, bien sûr, c'est un voisinage de x0 par rapport à x0. Alors, est-ce qu'il est défini partout? Peut-être pas en x0. Peut-être pas en x0. Mais en tout cas, dans le voisinage de x0, oui. Ce qui veut dire qu'il peut être défini en x0, oui ou non. Alors, si oui, il n'y a pas de problème. Sinon, ben, on va considérer qu'il est adhérent. C'est-à-dire qu'on peut étudier sa limite autour de x0. Donc, le x0 peut être un point adhérent. Soit bon, x0 est inclus dans le domaine ou pas, on s'en fout. De toute façon, on peut étudier sa limite puisqu'il sera adhérent quand même. Donc, x peut appartenir au domaine ou pas. Et donc, ça c'est, je viens de créer ce qu'on appelle que la fonction f est définie dans un voisinage autour de x0. Donc on sait bien que je peux aller chercher des points autour de x0, il n'y a pas de problème. Et comme la définition sur la limite justement est basée sur le voisinage et donc autour d'un point, la limite autour au voisinage d'un point, hein, voilà, donc on étudie la limite au voisinage d'un point. Donc cette notion là de comment on appelle ça de voisinage et d'adhérence est importante pour le calcul, pour étudier les limites. Elle est importante. Alors, par exemple, je prends une fonction, hein, f de x est égal à y est égal à f de x est égal à 1 sur x.
ben, je peux rechercher la limite quand x tend vers 0. Bien que le domaine c'est R, sauf justement 0. Pourquoi? Parce que le 0 est adhérent. Donc je peux chercher euh, la limite en 0, puisque 0 est adhérent. Il faut toujours étudier le domaine, parce que si on est hors domaine, c'est pas calculer la limite. Supposons que le domaine, c'est, on va mettre un domaine d'une fonction, soit une fonction g de x, voilà, et son domaine, par exemple, c'est R+, voilà. La limite, quand x tend vers moins 4, n'existe pas, parce que là, il n'est pas adhérent, là. Là, on est vraiment, moins 4, on est en dehors voilà, on n'est pas au voisinage d'un nombre. On est vraiment en dehors d'une zone où il n'y a aucun nombre qui existe. En moins 4, si le domaine c'est R+, ben, il n'y a pas de valeur en moins 4, hein, ni moins 5, ni moins 6. Voilà. Donc ça, c'est pour cette notion d'adhérence. Et donc, quand on va parler de limite, ben, vous aurez compris que cette notion de voisinage est très, très importante, puisque la définition de limite est basée justement sur cette notion de voisinage. On parle de limite que quand on a des, quand on, voilà, par l'entremise de voisinage, par l'entremise de voisinage. Voilà, donc n'allez pas essayer d'échapper à cette notion de voisinage parce que bon, la limite prend en compte cette notion de voisinage pour expliquer ce que c'est que les limites. Alors, comment va-t-on définir une limite en un point? Bien sûr, une limite en un point d'une fonction. Bon, limite que je ne veux pas appeler, c'est un nombre L. Hein. C'est un nombre. La limite, c'est un nombre. Euh, la limite L, donc, limite là, égale à L quand x tend vers x0, hein, quand on se rapproche de x0, bien sûr, de la fonction f de x. Comment peut-on parler de limite en un point? Ben pour ça, il faut définir deux choses, un nombre très petit, epsilon et delta, qui vont faire en sorte, qui vont jouer le rôle de, voilà, pour définir un voisinage. Alors ici, j'ai pris delta, et c'est cet epsilon et delta qui vont définir un voisinage. Alors, pourquoi un voisinage? Pourquoi deux noms qui vont définir deux voisinages? Mais parce que un voisinage sur x, va impliquer un voisinage sur y. Un voisinage sur x va impliquer un voisinage sur y, tout simplement. Alors vous allez voir justement par cette définition. Donc c'est une application ici. La définition va être basée sur une application. Alors, je dirais la limite quand x tend vers x0, bien sûr, je prends x, x tendant vers x0, mais différent de x0. Hein. Donc on dit que le nombre L est la limite de la fonction de x quand x tend vers x0, c'est-à-dire que la limite quand x tend vers x0, x différent de 0 bien sûr, f de x égale L. Ça c'est la limite. Ça c'est la limite. Alors, on a à faire une limite. Alors, comment je vais écrire par l'entremise de voisinage? Eh bien, c'est par des quantificateurs, quel que soit x, enfin, quel que soit le nombre epsilon que je vous ai dit. Voilà. Quel que soit epsilon, ben, il va exister un delta. Vous voyez que c'est par l'entremise de quantificateurs. Hein. Voilà. Alors, quel que soit epsilon positif, c'est un nombre positif, et epsilon sera positif aussi. Voilà. Ou alors je peux dire que epsilon appartient à R plus 0. Et là je peux dire que delta appartient à R plus 0. C'est la même chose. Strictement positif. Donc, quel que soit epsilon appartenant à R plus 0, bien, il existe delta appartenant aussi à R plus 0. Tel que, là, voilà, encore, je vais bien mettre ces notions de quantificateur en relief. Petit instant.
là, on a le quantificateur quel que soit, le quantificateur existentiel et un autre quantificateur qui va intervenir. Donc, je vais les mettre tous par rapport à une couleur verte, quel que soit, il existe. Tel que, voilà, 3 quantificateurs, tel que. Et alors là, moi, je vais créer le voisinage, comme je vous ai dit, en X. Je vais créer le voisinage en X. Donc, il est, quel que soit epsilon, il existe delta tel que le voisinage en X va induire un voisinage en Y. Alors, comment écrire un voisinage? Le voisinage peut s'écrire comme ceci. Voilà. Et pour éviter deux écritures comme ça, d'intervalle, on peut mettre une valeur absolue. Je peux mettre une valeur absolue. Bon, la valeur absolue fera l'affaire. Donc, c'est-à-dire que je vais écrire en deux écritures. Je vais écrire en une seule écriture. Et je vais écrire que voilà, le voisinage va être écrit par une valeur absolue. Alors, c'est les propriétés des valeurs absolues qui permet de faire ça. Si vous allez voir les propriétés des valeurs absolues, vous allez voir que je peux faire ce que je vais écrire maintenant. Ou alors, soit je développe avec bon, mais ça va induire deux écritures comme ceci, mais je préfère mettre avec une valeur absolue. Donc, avec une valeur absolue, j'écrirai x moins x0, bien sûr, plus petit. Alors, le x moins x0, c'est par rapport au delta. Il existe un delta par rapport à x. Quand on prend... Non, ici c'est plutôt x moins x0 plus petit que delta. Alors ce delta existe. Hein. Il existe ce delta. Voilà, ça c'est le voisinage autour de x. S'il existe, ben, la limite existe. Là, L existe. S'il existe. Voilà. Ici je fais en sorte que le L existe. Hein. Le L existe, donc le delta va exister. Le delta va exister, puisque le L existe. Et donc, il sera plus petit que delta, ça veut dire qu'on est autour du voisinage. Suivant x, on est autour d'un voisinage. Mais ce voisinage, le delta existe, donc le voisinage existe. Ben, ça implique quoi qu'on a un voisinage en y. Voilà, mais autour de L. Et là, c'est plus petit, ça doit être bien sûr plus petit que epsilon. Voilà. Et ça, c'est la définition de, comment on appelle ça, de la limite. Cette définition ne permet pas bien sûr de trouver la limite L. Le but, c'est pas de trouver L ici. Le but, c'est... Parce que le L se fait par le calcul des limites. Hein. Si vous calculez une limite, vous le faites par le calcul des limites. Il existe des techniques de limite, des techniques de calcul de limite. Bien, alors si la fonction est continue, c'est très facile. Il suffit de remplacer... vous remplacez par le point donné. Si la fonction est continue, par exemple, je prends une fonction continue. Alors, tous les polynômes sont des fonctions continues. Alors, je prends un polynôme, x cube plus x carré plus 3x plus 4, par exemple, voilà un polynôme. Ça, c'est f de x. Alors, bien sûr, le domaine, vous aurez compris que c'est R, parce qu'elle est continue partout. Alors, si je cherche la limite, quand x tend vers 2, de f de x, mais c'est tout simplement f de 2. C'est tout simplement, voilà, le point, qu'est-ce que vous allez avoir comme point en 2, tout simplement. C'est l'y correspondant. Donc on aura 2 au cube, plus 2 au carré, plus 3 fois 2, plus 4, tout simplement. Bon, ça fait 6, 14. Le but, c'est pas de calculer, mais enfin, bref, c'est pour vous dire, voilà, 4 plus 6, plus 4. 2 au cube, 8, 2 au carré, 4, 3 fois 2, 6, plus 4. Ce qui fait 4 plus 4, ça fait 8, 8 et 8, 16, 16 plus 6, 22. Voilà, f de 2, ça fait 22. Bah, il suffit de remplacer. Et donc, là, la fonction elle est continue. Donc, chercher la limite en 2, bah, c'est faire f de 2, tout simplement. Voilà, ça calcule de limite. Là, si elle est continue, il suffit de remplacer f de la valeur x égale a, tout simplement. Donc, j'écrirai, si la fonction est continue, si la fonction est continue en a, bah, j'écrirai que la limite quand x tend vers
A de f de x est égal à f de a. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est les continus. Alors, ceci étant dit, maintenant, deux petites remarques à faire. Donc, c'est la définition que j'ai mis, bien sûr, que voici. Voilà, elle est là. Bien, comme je l'ai dit, elle ne permet pas de trouver la limite L, puisque la limite L se trouve par les calculs de limite. Cette définition, c'est tout simplement elle permet de vérifier si un nombre donné peut jouer ce rôle. Si un nombre donné peut jouer ce rôle, tout simplement. Donc, mais elle ne permet pas de calculer la limite L. Elle ne permet pas de calculer la limite L. Bon, maintenant, en ce qui concerne la limite, on peut calculer la limite à droite et la limite à gauche. Et une limite existe si la limite à droite et la limite à gauche existent. Et ça, c'est fort important pour les dérivés. Vous allez voir que les notions de dérivés, c'est relié avec ces notions de limite. Et donc, vous allez voir quand est-ce qu'une dérivée existe. Ça sera lié voilà, aux définitions au travers des limites. Bon, ici, on va calculer en x0 à droite. Enfin, mettre la définition pour x0 à droite, x0 et x à gauche. Voilà, x moins. Bien sûr, avec x différent de x0 plus, enfin, x différent de x0 et x différent de x0. Ils sont différents. Alors, si je prends f de x, ça sera égal à une limite L1. Là, je vais mettre f de x égale à une limite L2. Voilà. Quand est-ce que la limite va exister? Si L1 égale L2, tout simplement. Mais ça, je vais le montrer dans un petit instant. Alors, c'est une équivalence. Ça équivaut à dire quoi? Ça va dans les deux sens. Équivalence, ça marche aussi bien de gauche, de la droite vers la gauche que de la gauche vers la droite. Ça marche dans les deux sens. Ça, c'est une équivalence. Parce qu'une implication, ça marche que dans un sens. Voilà. Donc ici, on est à faire dans si et seulement si. Si et seulement si. Alors, quel que soit epsilon, quel que soit epsilon, bien sûr, positif ou appartenant à R plus 0, ben, il existe delta, il existe delta, bien sûr, appartenant à R plus 0, tel que et là, je ne peux pas le faire en valeur absolue, parce qu'il ne s'agit que d'une partie. Et donc, là, je peux le faire je peux le faire qu'avec un intervalle. Voilà, je peux faire qu'un intervalle. Donc, je peux plus écrire comme tout à l'heure. Hein. Je peux plus écrire comme tout à l'heure. Je peux plus écrire ça comme ça. D'ailleurs, ici, vous voyez bien que comment j'ai écrit. J'ai commencé après le tel que, j'ai écrit directement voilà, le voisinage. Par contre, ici, comme je peux plus l'écrire avec des valeurs absolues, parce que un voisinage complet, je peux le prendre avec des valeurs absolues, mais un voisinage partiel, je dois l'écrire comme ceci. X, bien sûr, appartenant à un intervalle qui est le suivant. Un intervalle ouvert, hein, parce que x n'appartient pas à x0. Là, je vais mettre x0, voilà, et je peux aller à droite. Et à droite, c'est x0 plus delta. Et ça va impliquer f de x moins L1 égale plus petit que epsilon. Il existe un voisinage en y. Bon, maintenant faisons pour la gauche. Toujours, x0 n'est pas pris. Alors là, pour avoir la gauche, je fais x0 moins delta, point virgule, x0, voilà. Ça va impliquer f de x moins L2 plus petit que epsilon. Voilà. Et maintenant, ça c'est la limite à gauche et la limite à droite. Quand est-ce que la limite va exister?
quand est-ce qu'une limite existe? Eh bien, quand la limite à gauche égale la limite à droite. Si la limite à gauche égale la limite à droite, la limite existe. Sinon, elle n'existe pas. Alors, la limite quand x tend vers x0, bien sûr, avec x différent de x0, bien sûr, de la fonction, c'est la limite d'une fonction qui vaut L, elle existe cette fonction. Alors, cette fonction existe que si on a la limite quand x tend vers x0 par la gauche, bien sûr différent, de la fonction f de x, hein, qui est égal à L1, est égal à limite qui est x tendant vers x0 plus différent f de x égal à L2 égal à L. Donc c'est-à-dire que L égale L1 égale L2. Et donc il n'y a qu'une seule limite, c'est L. Donc on va trouver que ici L1 vaut L, L2 vaut aussi L, L2 égale à L, et que L, bien sûr, il est là. Donc tout ceci égale à L. Donc pour qu'une limite existe, il faut que la limite à gauche soit égale à la limite à droite. Là on pourra parler d'existence d'une limite en un point donné x0. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de définir les limites, mais je suis reparti sur base de définition des limites pour voir voilà, la continuité et les infiniment petits. Bon, mais avant de voir continuité et infiniment petit, bien, il faut que je parle d'infiniment petit. Bon, qu'est-ce que c'est que l'infiniment petit? J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. On dit qu'une fonction, parce qu'il s'agit toujours des fonctions, hein, qu'une fonction est un infiniment petit. Bien sûr, un infiniment petit, c'est pour un x, pour une valeur de x tendant vers valeur, hein, pour x tendant vers a. Bien sûr, a appartenant à R. Bien quand on a la limite, c'est une question de limite, l'infiniment petit, ça a à voir avec les limites. Hein. Voilà, vous voyez que on parle de fonction d'abord, de voisinage ensuite, de limite par après, et ensuite d'infiniment petit. Et donc l'infiniment petit, c'est la limite quand x tend vers a de f de x. Mais si on arrive à trouver B0, on dit que voilà, on a à faire un infiniment petit pour x tendant vers a. Alors, dire que, bien sûr, je vous le rappelle encore une fois, dire que f de x est un infiniment petit n'a pas de sens. Il faut préciser pour quelle valeur de x, f de x est un infiniment petit. Par exemple, voilà, si je prends une fonction x cube, la fonction x cube, de toute façon, ça marche avec x exposant n. Hein. X exposant n, que ce soit x, x1, x carré. Ouais, je ne veux pas prendre bien sûr une constante. Donc ici, n différent de 0, bien sûr, parce que sinon on aurait 1. 1, le cube, 4, etc. Ces fonctions-là, limite, quand x tend vers 0 dxn, ça fait 0. Donc voilà. Donc là, xn est un infiniment petit pour x tendant vers 0. Maintenant, si j'en prends un autre, je vais en prendre un autre. Bon, c'est simple. Qu'est-ce que je pourrais prendre Bon, je prends l'inverse de ce que je viens de prendre. 1 sur xn. 1 sur xn. Voilà. La limite, quand est-ce que la limite tendant vers quoi? Vers quoi on a 0.
vers quoi on tend? Ben, vous aurez compris que c'est à la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur xn est égal à 0, donc ça veut dire que là on a infiniment petit pour x tendant vers plus l'infini. Ici j'ai pris bien sûr n strictement positif, n appartenant à r plus 0. Quel que soit le n, on peut mettre une virgule en tant que puissance. Donc je peux mettre la puissance x exposant 1,4, x exposant 1,44 ou 1,53, peu importe la puissance. Tout à l'heure j'ai pris une puissance entière, ici j'ai pris une puissance entière de 4, 6. Bon, je ne suis pas obligé de prendre une puissance entière parce que c'est toujours vrai, quelle que soit la puissance, donc j'aurais pu prendre n appartenant à r plus 0. Et bien maintenant, je vais voir, sachant que cette notion de limite, de voisinage et d'infiniment était élaborée, maintenant je peux voir la relation qui existe entre la continuité et l'infiniment petit. Alors pour ça, je vais créer encore une fois un voisinage. Et c'est là que je vous dirais de faire très attention parce que c'est très, très important ce que je vais voir là pour la suite, la compréhension de, voilà, de la continuité de la dérivée. Alors ici, je vais créer... on a une fonction tout d'abord. Je prends une fonction f qui est continue. Ça veut dire C0, c'est de classe 0, elle est de classe 0. Elle est de classe 0, ça veut dire que la fonction elle-même est continue. Si elle était de classe 1, elle est continue et sa dérivée est continue aussi. Bon, mais ici, c'est que la fonction elle-même qui est continue. Voilà. Elle est continue en x0. Bon, ça implique quoi? Ben, c'est une notion de limite. Ça, bien sûr, c'est dans les deux sens. Ça équivaut à dire que quand x tend vers x0 de f de x, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, il suffit de remplacer le x par x0. Ça va de ça. Alors ici, je vais créer un voisinage. Alors, pour ça, pour bien voir les choses, on va voir ça sur une ligne. Alors cette ligne, je l'ai déjà construite. La voici. Je sais pas, moi je l'ai mal placée. Je vais la mettre là. Alors je prends ce x0. Je vais dire d'abord que je vais définir un x. Tout x sera donné par une valeur x0 plus h. C'est-à-dire que si le x0 est là, si j'additionne h, je vais aller vers la droite. Si je soustrais h, je vais vers la gauche. Donc là, j'aurai voilà, une addition par rapport à h. Et là, j'aurai le x. Bon, c'est un espèce de voisinage. On va dire ça comme ça. Alors, quand x tend vers 0, non, je m'excuse. Quand x tend vers x0, pas 0, quand x tend vers x0, l'application, l'équivalence, je dirais l'équivalence, parce que c'est même une équivalence, c'est même pas une application, ça va aller dans les deux sens. Dire que x tend vers x0, ben, ça veut dire que cette distance h va tendre vers 0. H tend vers 0. Ou inversement, puisque c'est une équivalence, ça peut aller dans le sens de si h tend vers 0, ben, x va tendre vers x0. Donc on va se rapprocher de plus en plus. Si h tend vers 0, ben, ça veut dire qu'on se rapproche, le x va se rapprocher de plus en plus de
x0. Par la droite, bien sûr, ici, parce que j'ai fait x0 plus h. Donc maintenant, je vais reprendre cette définition qui est au-dessus et l'appliquer en écrivant que il suffit de revoir la définition de la continuité, mais appliquer bien sûr à par rapport à x0 plus h. Voilà, par rapport au voisinage x0. Alors comment pourrait-on écrire ça? Je vais reprendre cette définition. F appartient à la continuité en x0. Donc encore une fois, c'est une équivalence. C'est dans les deux sens. Donc, que vous faites vers la droite ou vers la gauche, cette définition va rester. Voilà. Et là, je vais travailler par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire au h. Alors, je vais faire tendre cette fois-ci non plus x vers x0. Voilà. Je ne vais pas faire tendre le x vers x0, mais je vais profiter de ceci. Alors, dire que x tend vers x0, c'est dire que h tend vers 0. Donc ici, je vais profiter de ça pour dire que le h tend vers 0. De quoi? Mais de x0 plus h. Et ça, si elle est continue, et effectivement elle l'est, parce que je vous dis qu'ici elle est continue, eh bien ça voudrait dire qu'on aura f de x0. Ah, et là on tourne sur quelque chose de très intéressant. Et c'est ça que je voulais faire la vidéo, sur ça, parce que on a quelque chose de très intéressant au niveau des continuités. Regardez qu'est-ce que ça va donner. Je vais réécrire f appartient, la fonction est continue hein, en x0. Donc je vais écrire que c'est 0. Donc elle est de classe C0, ça veut dire que la fonction est continue. Tout simplement. Si elle était de classe 1, comme je vous rappelle, c'est la fonction est continue, mais aussi sa dérivée première. Donc ici, elle est continue, la fonction est continue, tout simplement. Bien sûr, en x0. Ce qui implique ce que je viens de voir maintenant, l'implication, ben, c'est ce que je viens de voir. Voilà. À la limite, quand h tend vers 0, on va écrire sous forme de limite, mais par rapport à h, à la limite, quand h tend vers 0 de la fonction x, c'est x0 plus h, ou h plus x0, ça, peu importe, on s'en fout, est égal à f de x0, puisqu'elle est continue. Et bien, à partir de ça, regardez bien qu'est-ce qui va se passer. La limite, quand h tend vers 0, df de x0, c'est juste une écriture mathématique. Je vais ramener ceci dans le membre de gauche. Eh bien, c'est égal à 0. Tiens, tiens. Et ça, c'est très intéressant parce que qu'est-ce que c'est que ceci? Ben, c'est bien sûr, on est dans un voisinage. Hein. Je vous rappelle qu'on est dans un voisinage parce que ici, je ne l'ai pas mis, mais ici c'est un voisinage. Hein. J'ai considéré que j'avais un voisinage. C'est-à-dire que j'ai x0 plus delta, x0 plus delta, bon, x0 moins delta, normalement, je vais avoir les mêmes dimensions. Alors, je vais essayer de le faire correctement. x0 moins delta, si c'est ceci, voilà, x0 plus delta. x0 plus delta, il doit être là-bas. Donc voilà, je vais remettre à l'échelle. Donc, il devrait se retrouver ici. Voilà, ça c'est à l'intérieur d'un voisinage donné. Hein. C'est un intervalle ouvert. Et comme c'est de deux côtés, je peux mettre une valeur absolue. Voilà, pour dire, bah ici, il n'y a pas de valeur absolue à écrire parce que je n'écris pas les intervalles. Donc, je n'écris pas les intervalles. Je n'ai pas écrit l'intervalle ici. Je n'ai pas écrit d'intervalle par rapport à delta.
Mais si je devais mettre un intervalle par rapport à delta, je peux mettre une valeur absolue parce que ça se fait des deux côtés. Ça se fait à droite et à gauche. X0 plus delta, X0 moins delta. Alors revenons ici. Qu'est-ce que c'est que le X0 plus H et X0 moins H? Eh bien, c'est tout simplement un accroissement. Ceci n'est rien d'autre que l'accroissement suivant f. Donc c'est tout simplement delta f. Donc la limite, quand h tend vers 0 de delta f, est égal à 0. Tiens, c'est bizarre ça. Égal à 0, une limite, quand h tendant vers 0 de delta f. Ben, ça veut dire qu'on a un infiniment petit pour h tendant vers 0. Alors, je vais transformer un petit peu cette écriture-là, puisque, qu'est-ce que j'ai écrit au départ? J'ai écrit au départ, je refais une page, je vais la réécrire. Hein. Alors, la première écriture disait que la continuité, c'était quoi? Une fonction appartient à la continuité, bien sûr au voisinage, enfin au point x0, elle est continue en x0, ça équivaut à dire, et pas, ça implique, hein, ça n'implique pas, ça implique dans les deux sens, oui, mais pas dans un seul sens, ça implique dans les deux sens, donc c'est une équivalence. La limite, c'est-à-dire que l'application, c'est valable de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Voilà. Donc la limite, quand x tend vers x0, de f de x est égal à f de x0. Bon, c'est simple parce que c'est continu, c'est normal. C'est normal. C'est continu, donc je peux remplacer le x0 dans la fonction directe. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, x carré plus 4, la limite, quand x tend vers 3 de cette fonction, x carré plus 4, ben, il suffit de remplacer le 3 là-dedans. Hein. C'est 3 au carré plus 4. 9 plus 4, ça fait 13. Donc, c'est normal parce qu'elle est continue. Elle est continue en ce point. Donc, il suffit de remplacer. Voilà. Mais ce que je viens de voir maintenant, je viens de voir que voilà, là on a affaire à un infiniment petit. On a un infiniment petit d'un accroissement delta f, d'un accroissement delta f. Donc je vais écrire la continuité, la fonction est continue, si on a ça. Donc je vais l'écrire en rouge. C'est ouais, en rouge, c'est la même chose. Dire qu'elle est continue, je peux l'écrire autrement. Je peux l'écrire autrement. Je peux l'écrire par rapport à son accroissement. On a affaire à un infiniment petit par rapport à l'accroissement de delta. Et donc là, en rouge, j'écrirai que la fonction appartient à C0, X0. Ben, il y a une autre forme d'écriture, c'est de dire que la limite, quand H tend vers 0, de f de x, enfin, je m'excuse, de delta f, de l'accroissement. De l'accroissement delta f égale 0. Donc on a affaire à un infiniment petit pour h tendant vers 0. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ce h? Et ce h, c'est x tendant vers x0. Ce h, c'est x tendant vers x0. Le h, qu'est-ce que c'est? C'est x tendant vers x0. X tendant vers x0. Voilà, c'est la distance x moins x0. Le h, c'est x moins x0. Voilà, c'est la distance là. Mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? En fait, x moins x0 n'est rien d'autre que la variation suivant x, delta x. Donc, je peux écrire aussi que à la place de h, ben, c'est delta x. Voilà, et là, on a affaire à un infiniment petit pour delta x tendant vers 0.
Bon, et dernière forme d'écriture que je pourrais écrire, pour terminer, voilà, avec une autre petite simple écriture. Pour ça, il faut que je fasse un graphique. Et positionner, bien sûr, ce qu'il faut. Alors, on est dans le plan ici, bien sûr. Si je mets, bien sûr, là, c'est l'axe des X, là, l'axe des Y, je vais mettre, on a une fonction, bien sûr, qui est définie. Alors, c'est f de x. Elle est définie. Alors, elle est continue, bien sûr, au point x0. C'est parce que je suis en train de voir justement la continuité. Voilà, donc ici, je prends... Ouais, bon, ici, je vais modifier la fonction pour ne pas retraverser ceci. Je triche un petit peu. Voilà, ça, c'est la fonction. Voilà, la fonction là. J'aurais dû la mettre en couleur. Enfin, bref, je vais mettre la fonction en rouge. Ou en bleu, Voilà, ça, c'est la fonction. La fonction, je la retrace. Voilà, la fonction. Alors, là, je vais établir, bien sûr, un x0. À x0, vous comprendrez que correspond un y0. Et ce y0, bien sûr, c'est f de x0. Elle est continue, il n'y a pas de problème. En x0. Maintenant, je vais créer une petite distance. H. Ici, je vais créer H. Ou delta x. Là, j'aurai x0 plus H. Voilà. Alors, pour x0 plus H, je vais rechercher sa correspondance. Plus ou moins là. Là, on a x0 plus H. Va correspondre, bien sûr, f de x0 plus H. Alors, vous voyez que quand on a elle est continue, hein, voilà. Quand on a un écart ici, l'écart il est là, qui vaut H, ça va induire un écart en Y, qui est epsilon. Donc là, on a un écart ici, H. Et là, je peux écrire que la continuité, f appartient à C0 de X0 pour, avec H tendant vers 0. Donc le H ici, la distance ici va tendre vers 0. Je peux écrire que je vais rechercher bien sûr ce qui a déjà été fait, puisque ce qui a déjà été fait, on sait bien que voilà, on a ceci, de par la continuité. Donc je vais réécrire ceci. Limite quand x tend vers, enfin h, je m'excuse, h tendant vers 0, de f de x, f de x0 plus h, moins f de x est égal à f de x0. Ça c'est la continuité par définition. Est égal à f de x0. Maintenant, supposons que je retire cette limite. La limite là, je vais la retirer. Bien, va intervenir la définition de la limite. Donc on aura, faut tenir compte du epsilon. Hein. Faut tenir compte du epsilon. Si je retire cette définition de limite, il faut tenir compte du epsilon. C'est-à-dire que je vais écrire que on a affaire à f de x0 plus h. F de x0 plus epsilon, je m'excuse, plus epsilon, pas plus h. Avec bien sûr, quand h, parce qu'on sait bien que h tendant vers 0, ça va impliquer que epsilon va tendre vers 0. Ou en d'autres termes, epsilon va tendre vers 0 quand h tend vers 0. Ou avec h tendant vers 0.
avec h tendant vers 0, epsilon tendant vers 0 avec h tendant vers 0. Donc, f de x0 plus h, tout ça c'est des formes, voilà, très importantes d'écriture, hein, les formes très importantes d'écriture qui étaient développées ici, qui montrent comment peut-on écrire la continuité. On peut écrire de trois manières la continuité, hein, de plusieurs manières la continuité. Toutes les manières, voilà, sous forme d'infiniment petit, voilà. On dira aussi que l'accroissement des valeurs, l'accroissement des valeurs, delta f, hein, est un infiniment petit en même temps que l'accroissement des abscisses, delta x. Et ça, l'accroissement des valeurs, c'est pour cette forme de définition que voici. L'accroissement des valeurs est un infiniment petit pour, en même temps que l'accroissement des abscisses delta x. Alors, limite quand delta x tend vers 0, de delta f égale 0. Ben, ça veut dire qu'on a la continuité, tout simplement. Donc, tout ce que j'ai écrit là, c'est pour vous dire à chaque fois qu'on a la continuité, au point x0, bien sûr, de la fonction f au point x0. Et ces développements-là sont très importants pour étudier voilà, la continuité, les limites et les continuités, et voir les dérivées à plusieurs variables, des fonctions à plusieurs variables indépendantes. Je vous remercie.